merci beaucoup. Merci aussi hein, pour cette initiative louable de Benjamin et aussi pour l'invitation. Donc, très vite, je vais revenir sur ces 4 petits points qui vont me permettre de résumer la réflexion autour du papier que j'ai publié dans le numéro spécial et qui s'inscrit dans le cadre de mes recherches depuis 2012 sur les ressources naturelles et les conflits armés, ainsi que sur des questions épistémologiques en sciences sociales, mais toujours à partir de mes terrains dans la zone transfrontalière entre le Rwanda, le Burundi et l'Est de la RDC. Donc, 4 points. Tout d'abord, l'ordre du discours sur le Rwanda, dans lequel je me suis retrouvé lorsque je commence mes recherches doctorales en 2012. Ensuite, mon terrain à l'ouest du Rwanda, qui va me mener vers d'autres considérations par rapport à la manière de faire la recherche sur ce terrain spécifiquement et des considérations théoriques plus largement. Donc, je vais introduire tout ceci avec une petite histoire, celle de Sarah. Sarah a été retrouvée morte au bord de la rivière Ruzizi le 15 décembre 2014. La mise en scène de son assassinat devait être parfaite. On ne devait pas retrouver le corps de Sarah, mais bien Sarah assassinée. Le décor devait accentuer cette nuance. La mort de Sarah devait être différente de celle de ces corps anonymes qu'on retrouvait souvent ligotés et flottant dans cette rivière, parfois dévisagés pour les plus chanceux et pour les autres, parfois simplement décapités pour à jamais, sceller la disparition. Tout le monde devait savoir qu'il s'agissait bel et bien de Sarah sans vie, qu'il s'agissait de Sarah qui avait été torturée, violée, mutilée, et ensuite seulement tuée. Les marques sur son corps devaient suggérer que certains de ses parties intimes avaient été brutalement mutilées et qu'elle aura alors vécu le pire des supplices imaginables avant de trépasser. Mais en dehors de cette mise en scène autour du corps de Sarah, on pouvait entendre circuler dans les villages avoisinants la rivière Ruzizi des déclarations du type « c'était en partie de sa faute » et s'était fait beaucoup d'ennemis à cause des biens de ce monde. En effet, presque tout le monde connaissait Sarah, une jeune veuve de 32 ans qui cultivait les terres de son mari disparu 7 ans plus tôt. Sarah s'était alors fait beaucoup d'ennemis pour avoir refusé de céder à des puissants entrepreneurs les terres que son mari lui avait léguées, laissées en héritage à elle et à ses enfants. C'est en janvier 2015 que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de Sarah. Plus je creusais, plus je me rendais compte d'une chose. Les conflits fonciers qui avaient conduit au meurtre de Sarah me permettaient de dessiner une arène de pouvoir à l'ouest du Rwanda et dans la zone transfrontalière avec la RDC et le Burundi plus largement. Ce qui m'étonnait, c'est que Kigali ne faisait pas directement partie de cette arène-là. Certes, Kigali avait une influence en tant qu'espace social qui produit des politiques, protège certains intérêts dont l'ordre, la sécurité, l'intérêt général ou encore des priorités du FPR à différents niveaux. Mais ce qui était certain, c'est que beaucoup d'autres enjeux et dynamiques qui permettaient de comprendre l'assassinat de Sarah et plus largement le fonctionnement quotidien de ce territoire et de ces arènes de pouvoir échappaient souvent très largement à Kigali. C'est curieux qu'un tel constat m'ait étonné à ce moment, alors que ça faisait déjà quelques années que je lisais Michel Foucault. Je connaissais quasiment par cœur des passages mythiques du dit et écrit sur l'État, notamment sur le fait que l'État était une réalité composite, une abstraction mythifiée dont l'importance est beaucoup plus réduite qu'on ne le croit. Je connaissais très bien ces arguments depuis la volonté de savoir et plus spécifiquement l'idée selon laquelle l'État ne pouvait pas être ce système général de domination exercé par un élément ou un groupe sur un autre et dont les effets par dérivation successive traverseraient le corps social tout entier.
C'était donc très curieux qu'avant 2015, je n'avais jamais essayé de comprendre la construction du Rwanda post-génocide comme étant non du fait du FPR exclusivement, mais au contraire des faits d'une multiplicité de rapports de force immanents et domaines où il s'exerce. Je n'avais pas essayé de penser l'omniprésence et la multiplicité du pouvoir et surtout questionner l'idée qui apparaissait dans la littérature et qui semblait considérer le pouvoir au Rwanda comme unifié. Au contraire, je m'inscrivais toujours dans une hypothèse théorique problématique qui caractérise l'ordre du discours académique occidental sur le Rwanda. Il s'agit de ce discours sur un État rwandais omnipotent qui contrôlerait tout sur son territoire grâce au déploiement de dispositifs étatiques dans toutes les sphères de la vie sociale. Dans ces États, les autorités locales ont été souvent considérées comme la main du pouvoir pour la supervision de la mise en œuvre technocratique et rigide des politiques publiques à travers des approches souvent paternalistes. Aussi, cet ordre du discours a mené à penser la construction de l'État rwandais post-génocide à partir de la manière dont le régime rwandais déployait ses politiques d'ingénierie sociale et ses effets. Et c'est de cet ordre du discours-là que j'ai essayé de m'échapper depuis 2015. Et c'est aussi dans ce cadre spécifique que j'ai proposé un article pour le numéro spécial initié par Benjamin. Mon objectif était de questionner le caractère monolithique et harmonieux que cette littérature semblait avoir attribué ex post à l'État rwandais post-génocide. Mon travail de terrain a porté sur 12 sur certains aspects de la Révolution verte, un programme qui vise à promouvoir la croissance et la lutte contre la pauvreté à partir de la promotion d'une agriculture marchande. Cette Révolution verte a été appliquée grâce à une réorientation territoriale de la paysannerie que la décentralisation administrative a rendue possible. Celle-ci visait à produire des autorités locales censées contrôler soigneusement la mise en œuvre des politiques. Ce sont ces mêmes autorités locales qui devaient apprendre à la population, donc dans les milieux ruraux ici spécifiquement, les orientations des politiques gouvernementales et en surveiller la mise en œuvre. Mon terrain montrait la manière dont la mise en œuvre de ces politiques publiques rurales se heurtait à des réalités locales qui les transformaient sans cesse. Pour la réforme agricole tout d'abord, la politique s'est principalement inscrite dans une vision agricole productiviste qui se heurte à des problèmes structurels, incitant les agriculteurs à s'inscrire dans une vision alternative, celle de la pluriculture de subsistance qui n'était pas du tout encouragée par le gouvernement central, mais aussi par certaines autorités au niveau décentralisé. Pour la réforme foncière ensuite, la politique veut que les paysans enregistrent leurs terres conformément à la loi afin de minimiser les conflits et de soutenir l'agriculture marchande. Mais encore une fois, les réalités locales amènent les paysans souvent à réaliser des contrats secrets illégaux conclus en dehors de l'administration pour échapper aux contraintes de l'alignement sur la politique officielle. Mais si ces transgressions ont été possibles sur le terrain, c'est parce qu'elles avaient été soutenues souvent par certaines autorités locales qui, de manière générale, se montraient beaucoup moins zélées par rapport aux prescriptions des politiques publiques. Ces exemples spécifiques montraient comment des pratiques locales en marge de la loi pouvaient dénaturer certains aspects de référentiel de politique dont la manière dont elles sont mises en œuvre au niveau local. Il s'agit ici d'arrangements locaux en marge de la loi qui impliquent une connivence entre des paysans et des autorités au niveau local. Ces arrangements montraient finalement comment au Rwanda, des écarts se créent entre le discours central sur les politiques sectorielles et la réalité observée sur le terrain dans la mise en œuvre.
Ce qui est finalement ressorti de mon terrain, c'est l'idée que le fait de ne pas saisir les antagonismes entre le niveau national de conception des politiques et le niveau local de mise en œuvre, mais aussi au sein de ces deux niveaux, ne permet pas de comprendre un aspect essentiel de la construction du Rwanda génocide. Il s'agit des conflits entre autorités sur les différentes orientations des politiques et sur leur mise en œuvre à la fois au niveau national et local. Il a donc été question de saisir dans ma recherche la construction de l'État rwandais à partir de son action publique au niveau local, en milieu rural plus spécifiquement, en analysant ces conflits au niveau des autorités locales. Ainsi, il était clair que malgré son image d'État développementaliste centralisé, autoritaire, le Rwanda, pour moi, était, lorsque j'étais sur le terrain, un pays comme les autres, c'est-à-dire un pays où l'action publique est en continuelle négociation, une négociation qui produit continuellement des divisions qui nourrissent des rivalités au sein même de l'administration locale. Bref, l'omniprésence du régime rwandais tant dans les instances nationales que dans les institutions locales, donne la fausse impression d'un pouvoir monolithique, comme disait au début Benjamin. En réalité, le pouvoir et l'autorité au Rwanda s'exercent de manière hétérogène. Mais cette hétérogénéité ne peut être captée qu'à partir de l'observation empirique de la manière dont des catégories transgressives émergent de la gouvernance quotidienne de l'État, comment celle-ci transforme les politiques dans la mise en œuvre et comment le discours officiel essaie de camoufler ces transgressions, sinon s'y adapter. Oui, pour finir, il y a quelques conséquences théoriques qui sont ressorties de ma recherche. Et donc, théoriquement, je m'inscrivais dans une perspective post-structuraliste dans le cadre de ce travail, avec laquelle je sais depuis quelques années de relire les questions de paysannerie en Afrique de Grand Lac. Il s'agit au fond de montrer la manière dont la norme dans le cadre des politiques publiques essaie de produire un comportement spécifique au sein de la paysannerie. Cette production de comportement présuppose donc l'assujettissement du corps à l'autorité de la norme. En même temps, j'essaie de montrer, d'abord avec Foucault, ensuite avec Butler, comment la vie de ces corps à assujettir porte en elle un réel pouvoir sur les normes dans la mesure où cette vie peut requalifier ces normes au cours de leur action. En d'autres termes, dans la paysannerie au Rwanda, la norme n'est jamais répétée à l'identique dans la mise en œuvre des politiques. Si la productivité de la norme se trouve dans la sollicitation des corps à conformer à des comportements normés, ces comportements, en tant que résultat de l'usage de la norme, tentent toujours de défier et parfois de la contester dans ce processus d'exécution. Ce qui fait disparaître la dichotomie entre domination et émancipation chez les paysans ou encore la dichotomie entre le pouvoir et la résistance. Pour finir, ceci devient aussi, à mon sens, une critique de cette perspective dichotomique sur le Rwanda qu'on retrouve souvent chez des académiques du Nord et plus largement sur la question de la production de savoir en Afrique. Il se pose la question de rapport entre production de savoir, politique et positionnalité ici. Ainsi, il serait intéressant de savoir ce que des Rwandais diraient de ce que nous avons fait dans le cadre de de ce numéro spécial qui est une tentative certes louable, mais qui ne reste pas moins une autre tentative de production du Rwanda à partir du centre. Merci.